Je n'ai jamais été la préférée à la maison. Même en étant la plus jeune, j'avais l'impression d'être la pièce rapportée. Une sorte d'erreur administrative qu'on tolérait parce qu'on n'avait pas le choix. Mon père? Un mur de glace. Ma sœur Maïssa? Une reine sans couronne, mais avec un ego qui débordait dans toutes les pièces. Et Yanis, son cher mari? Un homme aussi arrogant que sournois. Leur trio formait un bloc, et moi, j'étais juste là. Invisiblement présente. Je dormais dans une petite chambre du fond, à peine meublée, pendant que Maïssa et Yanis occupaient l'ancienne chambre parentale, flambant neuve depuis leur rénovation faite maison, comprendre, financée avec l'argent que j'avais mis de côté pendant des mois en bossant dans un café, pour finalement me le faire emprunter. Sans jamais le revoir. J'essayais de ne pas faire de vagues. De temps en temps, je proposais des idées, et si on lançait une boutique en ligne avec mes créations? Maïssa éclatait de rire. Une boutique? Avec tes bricolages? Mais qui achèterait ça? Mon père ne disait rien. Il fixait la télévision ou sortait une phrase cinglante: tu perds ton temps avec ces bêtises. J'ai tenu bon. J'écrivais, je dessinais, je rêvais. Je pensais que tant que je gardais le silence et que je respectais les règles non dites, je pourrais garder ma place, même minuscule, dans cette maison. Mais un jour, tout a basculé. Yanis a prétendu que de l'argent avait disparu dans le tiroir du salon. Juste assez pour créer une tension, mais pas assez pour que ça déclenche une plainte. Il a dit ça devant mon père, faussement détaché: je dis pas que c'est Leïla, mais il n'y a que nous ici. Maïssa a surenchéri, l'air choqué: franchement, t'en serais capable? J'ai tenté de nier. De crier. De hurler même. Mais ils ont tous levé les yeux au ciel, comme si mon indignation était juste une comédie mal jouée. Mon père a planté ses yeux dans les miens, froid, tranchant: tu n'apportes rien ici. Tu veux voler en plus? Va voler ailleurs. Je croyais à une menace. Une de plus. Mais non. Il s'est levé, a ouvert la porte d'entrée et a dit, sans ciller: tu sors. J'étais figée. Ils se sont mis à rire. Yanis m'a jeté une pièce de 2 €, tiens, un début de capital pour ta boutique. Et je suis sortie. Le sac à moitié fermé, le cœur en miettes, la gorge nouée. La porte s'est claquée derrière moi comme un point final. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce moment, celui où on m'a traité comme un déchet, allait devenir l'origine d'un nouveau chapitre. Un chapitre où j'allais apprendre à vivre, à lutter, à tomber, et à me relever plus grande que jamais. Il était presque minuit quand j'ai franchi le seuil de la maison, cette fois par l'extérieur. Il pleuvait évidemment, parce que dans les pires moments, le ciel semble toujours vouloir s'en mêler. Mes baskets trempées collaient au bitume, ma valise à moitié vide raclait le trottoir. Je me suis retournée une dernière fois. La lumière du salon était encore allumée. Ils riaient. Oui, je les entendais encore. Ils riaient alors qu'ils venaient de jeter leur propre fille, leur sœur, leur belle-sœur, à la rue. Je suis restée là, figée, pendant quelques secondes. Espérant, bêtement, que quelqu'un ouvrirait la porte en disant que c'était une blague. Mais non. Rien. Juste le claquement de la pluie sur les tuiles et le silence complice de la nuit. Mon premier réflexe a été de chercher un endroit où dormir. Je n'avais pas d'amis proches. Maïssa avait fait un bon travail pour m'isoler. Chaque fois que je me rapprochais de quelqu'un, elle trouvait un moyen de faire en sorte que cette personne m'évite. Je pensais à appeler ma prof de lycée qui m'aimait bien, mais je n'avais plus de forfait. Et de toute façon, qui répond à un appel à minuit? Alors j'ai marché. Longtemps. J'ai fini dans un square, un de ceux qui restent ouverts la nuit mais que personne de bien ne fréquente. J'ai trouvé un banc, essuyé la surface avec mon écharpe détrempée et me suis recroquevillée dessus. Je ne pleurais pas. J'étais au-delà des larmes. J'étais vide. Le froid m'a mordu les os toute la nuit. Mes doigts étaient rigides, mes chaussures imbibées. À un moment, un homme est passé à côté, un sac plastique à la main. Il s'est arrêté, m'a regardé et m'a tendu un morceau de pain sec sans dire un mot. J'ai dit merci d'une voix à peine audible. Ce simple geste, d'un inconnu, valait plus que tout ce que ma propre famille m'avait donné depuis des années.
Au petit matin, le banc était glacé, mon dos me faisait mal, et ma valise avait disparu. Volée. Tout ce que je possédais, quelques vêtements, mon carnet de croquis, une photo d'enfance, disparu. Je suis restée là, paralysée. Puis, comme un automatisme, je suis allée m'asseoir devant une boulangerie. Pas pour demander. Juste pour avoir un peu de chaleur humaine. Une vendeuse m'a ignorée. Une dame âgée m'a lancé un regard dédaigneux. Un adolescent, par contre, m'a discrètement glissé un croissant sans un mot. Encore une fois, ce sont les étrangers qui m'ont tendu la main. Et c'est là que j'ai décidé, je noterai tout. Pas pour me plaindre. Pas pour que quelqu'un pleure sur mon sort. Mais parce que je refusais que cette version de moi, cassée, effacée, humiliée, disparaisse sans laisser de traces. Je me suis procuré un vieux stylo abandonné au sol et un morceau de carton. Et j'ai commencé à écrire. Ma première nuit dans la rue. Ma première leçon de solitude. Et mon premier jour dans un monde où je ne pouvais plus compter que sur moi. La première règle que j'ai apprise dans la rue, c'est que l'invisibilité n'est pas un super pouvoir. C'est un poison lent. Personne ne vous regarde, mais tout le monde vous juge. Et surtout, personne ne veut savoir pourquoi vous êtes là. Au début, j'ai essayé de garder une apparence normale. Je me lavais discrètement dans les toilettes publiques, je m'accrochais à ce qu'il me restait de dignité. Mais très vite, j'ai compris que ce monde avait ses propres codes. Et si tu ne t'adaptes pas, tu coules. Un jour, j'ai croisé Farid. Un homme d'une soixantaine d'années, à la barbe blanche, aux yeux fatigués, mais d'une humanité désarmante. Il m'a vu m'installer derrière un container, frigorifié, les mains tremblantes. Il a posé un sac plastique à côté de moi, contenant une couverture, un bout de pain et un vieux bonnet troué. Pas un mot. Juste un regard entendu. C'est lui qui m'a expliqué où trouver les bonnes files pour la soupe populaire, quelle rue éviter la nuit, et les gestes simples pour éviter de tomber malade, toujours garder ses chaussettes sèches, ne jamais s'allonger à même le sol, et ne jamais faire confiance à quelqu'un qui sourit trop vite. Je lui ai demandé un jour, « Pourquoi tu m'aides ?» Il a simplement répondu, « Parce que toi, tu n'as pas encore baissé les yeux. » Je faisais ce que je pouvais pour gagner quelques pièces. Nettoyer les vitrines d'un café contre un sandwich, aider un brocanteur à charger sa camionnette, distribuer des flyers à la sortie du métro. Parfois on me donnait, parfois on me chassait comme un chien. Une fois, un homme m'a tendu un billet de 20 € en me proposant de le remercier autrement. J'ai tourné les talons sans répondre. Je savais que la pente était glissante. Et je refusais de glisser. Même affamé. Même humilié. Mais le corps a ses limites. Un soir d'hiver, alors que la température avait chuté en dessous de 0, je suis tombée malade. Une grippe féroce. J'avais des frissons, des vertiges, je n'arrivais même plus à tenir debout. Je me suis traînée jusqu'à un porche d'immeuble. Je suis restée là, recroquevillée, à moitié consciente. Je me souviens d'avoir rêvé de ma mère. De son odeur. De sa voix que j'avais presque oubliée. J'ai pleuré, pas parce que j'avais froid, mais parce que j'avais peur de mourir sans que personne ne sache que j'avais existé. Et pourtant, au fond de moi, une petite voix répétait, « Tu ne mourras pas ici. » Pas comme ça. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là, entre la fièvre et l'abandon, c'est ma rage de vivre qui est née. Une rage silencieuse, mais indestructible. Celle qui allait tout changer. Je ne me souviens pas exactement de comment je me suis réveillée cette nuit-là. Mon corps était trempé de sueur, mon front brûlant, et chaque frisson me traversait comme une lame de glace. J'étais incapable de me lever. Mes muscles refusaient de répondre. Et pourtant, quelqu'un m'a trouvé. Une voix douce. Des mains prudentes. Une femme, sans uniforme, sans grand discours. Elle faisait partie d'une association de maraude, et ce soir-là, elle m'a vue. Vraiment vue. Elle m'a donné une soupe chaude et une couverture sèche. Juste ça. Pas de pitié, pas de sermon. Et pourtant, c'était tout ce dont j'avais besoin pour me raccrocher à la vie. Je me suis accrochée à ce petit geste comme à une bouée dans une mer glaciale. C'est ce genre de détail qu'on oublie vite quand on a tout. Mais quand on n'a rien, une soupe, une couverture,
Un sourire, ça vous remet debout. Grâce à elle, j'ai pu récupérer un peu. J'ai repris lentement mes forces, et dès que j'ai pu me tenir droite, j'ai commencé à chercher du travail. Pas un vrai emploi, bien sûr. Personne n'embauche une fille sans papier sur elle, sans adresse, sans CV. Mais il y avait des opportunités, si on savait où regarder. Et si on n'avait pas peur de se salir les mains. J'ai trouvé un petit job de manutention dans un entrepôt. Des horaires de l'aube, un salaire minuscule payé en liquide, mais j'étais utile. J'avais l'impression, enfin, de valoir quelque chose. Je gardais chaque centime. Chaque pièce gagnée était un pas vers une forme de dignité. Et avec ce que j'ai économisé, j'ai réussi à m'acheter un téléphone d'occasion. Pas pour aller sur les réseaux. Non. Juste pour avoir une ligne, un repère, une présence dans ce monde numérique où sans numéro, tu n'existes pas. C'est aussi là que j'ai découvert une petite bibliothèque municipale, au fond d'un quartier oublié. Le lieu était calme, chauffé, presque vide. J'y passais mes journées, plongée dans les livres, dans l'écriture, et parfois, juste à me réchauffer. J'y retrouvais une part de moi que j'avais cru perdue. La Leïla qui aimait apprendre, qui rêvait de créer quelque chose, qui avait des idées, de l'espoir. Farid passait parfois. Il me disait que j'avais changé. Il avait raison. Je n'étais plus une fille fragile. J'étais une survivante. Puis un matin, il n'est pas venu. Ni le lendemain. J'ai fini par apprendre qu'il était mort, seul, sur un trottoir, dans son sommeil. J'ai assisté à son enterrement. Il n'y avait personne d'autre. Juste moi. Une inconnue qui lui devait tout. Je me suis tenue droite. J'ai prononcé son nom. Et je me suis promis qu'un jour, moi aussi, je serai là pour quelqu'un d'autre. Comme lui l'avait été pour moi. C'est ce jour-là que j'ai compris, on ne survit pas par chance. On survit grâce aux autres, mais surtout, grâce à ce qu'on décide de devenir. 2 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour disparaître. Vraiment disparaître. Pas juste de la maison, mais de tout, des registres, des souvenirs, du monde des vivants. Leïla, la fille un peu trop calme de la famille Aït Brahim, n'existait plus. Il ne restait qu'une silhouette parmi d'autres, une ombre de plus dans les rues froides. Ma transformation n'a pas été instantanée, elle a été graduelle, presque imperceptible. J'avais perdu mes repères, mais pas ma volonté. Alors je me suis adaptée. J'ai coupé mes cheveux, appris à marcher vite, à repérer les visages dangereux, à lire les signes invisibles des squats et des coins sûrs. J'ai rejoint un petit groupe de jeunes sans-abri dans un immeuble abandonné. C'était un trou, infesté de courants d'air et de rats, mais c'était notre trou. Dans cet univers parallèle, les règles étaient simples, ne jamais voler les autres, partager ce qu'on peut, et ne pas poser de questions qu'on ne veut pas entendre. J'ai commencé à faire des boulots au noir, souvent ingrats, toujours mal payés, mais au moins je touchais du concret. Je vivais sans papier, sans traces. Et dans cette vie-là, l'absence de traces, c'était une protection. Un jour, pendant que j'attendais un employeur devant une station-service, j'ai vu un journal oublié sur un banc. Une vieille édition locale. Et là, entre 2 articles sur une brocante et un match de foot, il y avait ma photo. Mon prénom. Une disparition inquiétante, la jeune Leïla Aït Brahim recherchée depuis plusieurs mois par ses proches et un cabinet d'avocats. J'ai relu l'article 10 fois. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et pourtant, je n'ai pas bougé. Pourquoi ? Parce que je savais que ce n'étaient pas mes proches qui me cherchaient. Je connaissais leur jeu. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi un cabinet d'avocats aurait pu s'intéresser à moi. À moi. J'ai gardé le journal. Je l'ai plié, glissé dans une boîte en métal avec mes carnets, mes dessins, mes pensées. C'était la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression d'avoir un secret, mais un secret qui pouvait changer ma vie. J'ai pensé appeler quelqu'un. Mon ancienne prof de français, Madame Ben Amar. Elle m'avait toujours soutenue. J'ai utilisé mes derniers crédits pour envoyer un SMS. Un message simple, c'est Leïla. Je suis vivante. Je n'ai jamais eu de réponse. Et pourtant, je n'étais pas abattue.
parce qu'à ce stade, je n'attendais plus rien de personne. Je n'étais plus une victime. J'étais une survivante, une femme en colère, et cette colère, je la canalisais dans chaque mot de mes carnets. Je ne le savais pas encore, mais tout ce que j'écrivais, tous ces détails de ma vie perdue, allaient bientôt devenir des preuves. Des preuves qui allaient retourner la situation. Et faire éclater une vérité que ma famille avait tout fait pour enterrer. Je distribuais des tracts devant un centre commercial bondé, le genre d'endroit où les gens baissent les yeux en passant à côté de toi. Je portais une casquette sale, un manteau trop grand pour moi, et mon sac à dos bourré de mes quelques affaires. Personne ne me regardait vraiment. J'étais devenue ce qu'on appelle une présence floue. Mais ce jour-là, 2 policiers m'ont fixé. Pas avec l'air habituel de soupçon ou d'agacement. Non. Ils m'ont vraiment vu. Le plus jeune a chuchoté quelque chose à son collègue. J'ai senti une boule me remonter dans la gorge. Mon instinct m'a hurlé de courir. Et j'ai couru. Je me suis faufilée entre les passants, bousculant une poussette, heurtant une vitrine. Mon cœur battait à un rythme de panique pure. Ils allaient m'embarquer. Peut-être qu'un client m'avait accusé à tort de vol. Peut-être qu'on avait fouillé mon sac. Je n'en savais rien. Je n'avais rien fait, mais dans la rue, on apprend vite que ça ne suffit pas. Ils m'ont rattrapé à la sortie du parking souterrain. Le plus âgé a tendu les mains, paumes ouvertes. Leila Haït Brahim ? On vous cherche depuis des mois. Je suis restée figée. Je n'avais plus entendu mon nom de famille depuis 2 ans. Entendre ces mots m'a frappé comme une claque. Pas mademoiselle, pas et, toi. Non. Mon nom entier. Je n'ai pas résisté. Trop fatiguée. Trop confuse. Ils m'ont escortée jusqu'à leur voiture. Dans le silence du véhicule, l'un d'eux a simplement glissé « Vous êtes majeur, donc on ne peut pas vous forcer. Mais vous devez entendre ce qu'on a à vous dire. » On m'a conduite au commissariat. Une salle propre, un bureau sans fioritures, et un dossier posé devant moi. À l'intérieur, ma photo. Une vieille. Une où je souriais encore. Et une lettre. Un document officiel signé d'un cabinet d'avocats. Votre présence est requise de toute urgence. Héritage en cours. Mandat de recherche lancé. Je croyais à une erreur. Une mauvaise blague. Mais tout était là. Mon nom. Mon ancien numéro de sécurité sociale. Mon ancienne adresse. Le policier a pris le temps de m'expliquer, il y a eu des tentatives de contact. Des lettres. Des visites. Mais chaque fois, on leur disait que vous étiez parti. Que vous ne vouliez plus avoir de lien avec personne. Et pourtant, une trace bancaire vous a signalé en ville. On a recroisé les données. Vous êtes bien la personne qu'ils cherchent. Je me suis mise à trembler. Pas de peur. D'adrénaline. Quelque chose d'inattendu, de plus grand que moi, m'attendait. Je ne savais pas encore quoi. Mais tout d'un coup, les pièces du puzzle commençaient à bouger. Quelqu'un m'avait effacé. Délibérément. Et maintenant, on venait me chercher, non pas comme une fille perdue, mais comme quelqu'un qui valait beaucoup plus que ce qu'on m'avait fait croire. J'étais dans cette salle, figée, le dossier d'héritage encore ouvert devant moi. Mon esprit tentait de comprendre. Un héritage ? Une recherche officielle ? Et ces lettres qu'on m'aurait envoyées, soi-disant refusées ? Mais pourquoi personne ne m'en avait parlé ? Pourquoi tout avait été caché ? Et surtout, qui avait intérêt à ce que je reste introuvable ? Un agent est entré avec un carton scellé. Ça vient du cabinet d'avocats. Il voulait vous le remettre en main propre. À l'intérieur, un ensemble de documents, un testament, un acte de propriété, et une enveloppe avec un message manuscrit. Quand j'ai lu le nom du défunt, j'ai cru défaillir. Mon grand-oncle. Le frère de ma mère. C'était un homme discret, qu'on ne voyait que rarement aux réunions familiales, mais qui me souriait toujours avec tendresse. Je ne savais même pas qu'il était encore vivant, et encore moins qu'il pensait à moi. Il avait laissé tout ce qu'il possédait à sa nièce préférée, disait-il. Moi. Mais le plus étrange, c'est qu'il était décédé il y a 9 mois.
Et le testament stipulait clairement qu'on devait me retrouver dans les 2 mois suivants, sinon, tout reviendrait à la seconde bénéficiaire désignée. Un nom griffonné dans la marge, Soraya Aïd Brahim. Ma sœur. Je me suis figée. Je comprenais enfin. Elle avait tout intérêt à me faire disparaître. Elle, mon beau-frère, et mon propre père. 3 personnes qui m'avaient jeté dehors. 3 personnes qui savaient. 3 personnes qui avaient volontairement dit à tout le monde que j'étais partie sans laisser d'adresse. Le piège était clair, en me poussant à la rue, en me réduisant au silence et à l'oubli, ils avaient voulu me faire louper l'héritage. Et se le partager. Mais quelque chose avait déraillé. Un paiement en liquide, une carte SIM activée, un signal capté par erreur. Et maintenant, ils ne pourraient plus cacher ce qu'ils avaient fait. Je les imaginais déjà, à cette heure-là, en train de signer les derniers papiers, certains que j'étais à milieu, affamé quelque part. Et si je me présentais, là, devant eux? Si je faisais éclater la vérité au grand jour? Rien que cette pensée m'a donné une poussée de fièvre dans les veines. La policière m'a regardé, doucement. On peut organiser votre retour, si vous le souhaitez. Vous avez le droit de reprendre votre place. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais dans ma tête, une seule chose résonnait, ils m'ont effacé. Maintenant, je vais leur rappeler qui je suis. Quand je suis descendue de la voiture de police devant la maison familiale, je sentais mon cœur battre jusqu'à mes tempes. Cette maison, celle d'où ils m'avaient mise à la porte. Aujourd'hui, je revenais, pas en mendiante, pas en victime, mais en héritière légitime. Et même si mes mains tremblaient, une chose était claire dans ma tête, je n'étais plus la même femme. Je n'ai pas sonné. J'ai toqué, 3 fois, comme je le faisais autrefois. Et c'est mon beau-frère qui a ouvert, torse bombé, téléphone à la main, un sourire arrogant au visage, qui s'est écrasé net quand il m'a reconnu. Mais, qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici maintenant. Où est Soraya? Il a bégayé, regardé par-dessus son épaule comme pour chercher du renfort. Puis mon père est apparu, suivi de ma sœur. Et là, silence total. Mon père a serré les mâchoires, Soraya a pâli. Personne ne riait, cette fois. Je leur ai tendu une copie du testament et une lettre d'huissier. Ils l'ont lue, puis ont blêmi. Mon beau-frère a explosé. C'est un piège. Tu reviens maintenant, après tout ce temps? C'est pas moi qui suis partie. C'est vous qui m'avez jeté. Et vous le saviez? Tous les 3. Vous saviez ce que vous faisiez. Soraya a tenté une défense, les larmes aux yeux, jouant la comédie du malentendu. Mais je l'ai arrêté net. Tu as refusé les lettres qui m'étaient adressées. Tu m'as effacé pour hériter. Tu as menti. Et maintenant, tu vas tout perdre. À ce moment-là, 2 agents en civil sont entrés, discrètement, sur un simple signe de tête. Mon avocat était là aussi, derrière moi, silencieux mais bien présent. Je ne voulais pas de cris, pas de scandale. Je voulais que ce moment soit froid. Douloureux. Irréversible. La vérité est sortie. Ils ont tenté de nier, bien sûr. Mais les preuves étaient là. Et surtout, les messages retrouvés sur le téléphone de Soraya, où elle se vantait d'avoir géré l'affaire de l'héritière avec leur père. Des captures accablantes. En quelques minutes, ils sont passés de dominateurs à accusés. Et moi, pour la première fois depuis 2 ans, j'ai respiré librement. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, la presse locale titrait déjà « Héritière déchue retrouvée, un scandale familial éclate ». Mais pour moi, ce n'était pas qu'un titre. C'était ma revanche qui commençait à se graver dans l'encre. Mon avocat avait demandé une mesure conservatoire immédiate, expulsion temporaire des 3 occupants illégitimes de la maison. Et ce matin-là, j'étais là pour les voir faire leurs valises. Mon père, toujours dans son déni, me lança. « Tu crois que tu vas pouvoir tout reprendre comme ça? » Non. Je ne crois pas. Je sais. Le plus ironique? Soraya refusait de sortir de ma chambre. Elle hurlait qu'elle avait tout décoré, qu'elle méritait au moins ça. Mais moi, je regardais en silence, debout dans l'entrée, pendant que les gendarmes supervisaient leur départ,
comme des voleurs. Et c'est là qu'un détail a attiré mon attention. Une boîte en bois, que Soraya s'efforçait de cacher au fond d'un sac. Je l'ai interceptée, prise dans mes mains. Mon cœur s'est figé. C'était celle que ma mère gardait précieusement dans sa penderie, que je n'avais plus revue depuis son décès. Je l'ai ouverte là, devant tout le monde. À l'intérieur, un cahier, des lettres jaunies, et une clé USB. Et un post-it, de l'écriture fine de ma mère, pour ma fille. Si un jour elle revient. Le choc a traversé la pièce comme une onde électrique. Soraya a tenté de reprendre la boîte, mais les gendarmes l'ont arrêtée. Plus personne ne disait rien. Pas un mot. Mon père évitait mon regard, mon beau-frère murmurait des injures à peine audibles. Moi, je tenais le coffret contre moi, comme un trésor. Je savais que ce qu'il contenait allait tout changer. Mais je ne pouvais pas encore deviner à quel point j'ai passé la nuit entière à examiner ce que contenait la boîte. À chaque page tournée, chaque fichier ouvert, une nouvelle vérité éclatait, et avec elle, les mensonges de toute une vie se désintégraient. Le cahier manuscrit ? C'était un journal intime de ma mère. Elle y décrivait les humiliations silencieuses qu'elle subissait, les manipulations de mon père, les trahisons de Soraya, et même, des soupçons qu'elle avait sur ses propres traitements médicaux. Mais c'est sur la clé USB que tout a réellement basculé. Des enregistrements audio, soigneusement nommés par date. Ma mère avait commencé à tout documenter avant sa mort. Des discussions secrètes entre mon père et un notaire. Des aveux à demi-mot de Soraya, qui parlaient de faire disparaître certaines preuves. Et même, une vidéo. Dans cette vidéo, filmée en caméra cachée depuis la chambre de ma mère, on voit clairement Soraya fouiller les papiers médicaux et en brûler certains. On entend mon père dire « On n'a pas besoin de tout ça. Elle ne reviendra jamais. » Je suis restée figée. Les mains tremblaient. Je réalisais que ce n'était pas seulement une affaire d'héritage ou d'abandon. C'était une tentative consciente d'effacement. D'effacer ma mère. Et moi avec. Le lendemain, je me suis rendue chez mon avocat. Il m'a regardé droit dans les yeux après avoir tout écouté, et il m'a dit simplement : On ne va plus se battre pour récupérer ce qui est à vous. On va les détruire légalement. Et pour la première fois, je me suis sentie forte. Armée. Prête à les affronter. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une justice à rendre. Pas seulement pour moi. Mais pour ma mère. J'avais tout remis dans la boîte. Le journal. Les enregistrements. Les vidéos. Mon avocat avait déjà entamé les démarches pour lancer une procédure pénale. Mais je sentais que quelque chose manquait. Une pièce du puzzle. Un dernier élément. Alors, je suis retournée dans cette maison. Celle où j'avais grandi. Celle qu'on m'avait arrachée. J'y suis entrée comme une étrangère, pourtant, chaque pas résonnait comme un souvenir qu'on avait tenté d'effacer. Dans le bureau de mon père, je suis tombée sur un tiroir cadenassé. Mais il avait oublié, mon père n'était pas du genre prudent, la clé était toujours cachée dans un pot à crayon, exactement comme quand j'étais enfant. Et là, à l'intérieur. Une autre boîte. Mais celle-ci contenait des lettres jamais envoyées. Des lettres de ma mère. Adressées à moi. Dans ces lettres, elle racontait comment elle avait compris, trop tard, qu'on la droguait. Comment on lui faisait croire qu'elle perdait la tête. Comment elle s'était battue en silence pour me protéger. Mais surtout, elle me suppliait de ne pas laisser Soraya s'emparer de tout. Et dans la dernière lettre, elle écrivait : Et si tu lis ceci un jour, c'est que je n'ai pas survécu. Mais n'aie pas peur. Même morte, je serai ton arme. Je me suis effondrée. Mais cette fois, ce n'était plus de la douleur. C'était de la force. Quand je suis sortie de la maison, j'ai vu la police m'attendre. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas pour moi. C'était pour mon père et Soraya. Ils venaient d'être inculpés pour falsification de documents, dissimulation de preuves et tentative d'escroquerie sur succession. Et là, au milieu de la rue, entouré de voisins, de curieux, et d'officiers en uniforme, je les ai vus menotter. Sans un mot. Sans une once de remords. Mais moi, j'avais gagné. Pas leur argent.
pas leur maison. J'avais récupéré ma vérité. Et l'honneur de ma mère. Ce jour-là, j'ai compris une chose, on peut vous expulser de chez vous, vous salir, vous oublier. Mais tant que vous vous souvenez de qui vous êtes, ils ne gagneront jamais.